est venu ce goût de votre père et ensuite de vous-même pour, le taekwondo? À l'époque, à la FEFCAMA, il y avait les 3 disciplines. Donc karaté à la base, taekwondo, kung-fu. Donc avec une licence, on pouvait tout pratiquer. Un élève de mon papa qui me dit: «Tiens, il y a une compète de taekwondo». On arrive, on connaît même pas le règlement, hein, donc on dit: «Pas de poing à la tête, pas de balayage, pas de saisie». J'avais pas de plastron, donc là, on m'a mis un plastron, donc les sensations ne sont pas les mêmes et là, je prends un KO et je me fais compter 1, 2, 3, 4. Je dis: «Ah tiens, bon, faut que je me relève». Bon, j'ai perdu, mais ça m'a plu et du coup, voilà, j'ai continué. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Martial Azur Podcast et on va parler de Kung Fu, d'arts martiaux chinois et pas en compagnie de n'importe qui puisqu'on est avec Wang Ni. Bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent peut-être, sur cette vidéo. Est-ce que vous pouvez résumer votre parcours? Je sais que vous avez un parcours martial important, un parcours à la fois dans le cinéma, mais aussi dans l'enseignement. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots votre parcours pour débuter? Alors ce que je dis souvent, c'est que je suis l'Obélix du kung-fu, parce que c'est mon papa, maître Wang Nam, qui a amené le kung-fu en France dans les années 50. En fait, il a commencé par enseigner le karaté, on pourra en parler plus tard. Et après, il a enseigné à un petit groupe d'anciens le kung-fu. Et donc, j'ai commencé, bon, tout petit forcément, à l'âge de 1 an et demi, déjà j'étais sur les tatamis. Et ensuite, j'ai commencé la compétition à l'âge de 12 ans. Première Coupe de France avec la FFCAMA en 1980, où j'ai obtenu un titre de vice-champion de France. Et après, j'ai pris le goût à la compétition. Donc, j'ai fait compétition kung-fu, karaté, taekwondo. Il me semble que vous avez d'ailleurs été titré en taekwondo. Oui, j'étais 2e aux Jeux mondiaux, finaliste des Jeux mondiaux en 93 en Hollande. Donc, c'est à l'époque où les taekwondo n'étaient pas encore olympiques. Donc, Ouais. c'était les sports non olympiques comme le trampoline aussi à l'époque. J'étais en équipe de France, taekwondo forcément, puisque j'ai fait les Jeux mondiaux, championnats du monde, coupe du monde, etc. Et vous avez aussi une carrière de cascadeur, de chorégraphe pour les films d'action. C'est ça. Une carrière, j'ai regardé dernièrement les films sur lesquels vous avez, participé. Il y a des films très importants pour le cinéma d'action, des films américains, des grosses productions françaises aussi. Vous C'est êtes principalement les films avec Luc Besson, donc Baiser mortel du dragon, Danny the Dog. Après, pas mal de films aussi français, mais avec d'autres producteurs, réalisateurs. il me semble que vous avez même participé à des très grosses productions comme Rush Hour 3. Donc ça, c'est des films, avec un budget, énorme. Vous avez été aussi la doublure de Jet Li pour certains films. Donc, vous avez un parcours, à la fois dans l'enseignement des arts martiaux, mais aussi dans la chorégraphie, dans les scènes d'action. Pour le grand public qui connaît peut-être pas l'arrière du décor, l'envers du décor, comment ça se passe quand on doit, préparer des acteurs à la chorégraphie sur des scènes d'action, de combat? Est-ce qu'il y a un travail en amont de préparation physique, de répétition des mouvements? Comment ça se passe? Ça va dépendre des scènes, si elles sont complexes ou pas. Bon, on a ce qu'on appelle de la prépa, hein. Donc ça peut être sur 1 jour, comme 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fonction de leur capacité aussi. Donc on adapte en fonction de ce qu'ils ont à faire, ce que demande le réalisateur, les décors, on s'adapte. Donc souvent on aménage un dojo et on met des cartons, on met on simule le décor pour travailler avec et en entraînant les comédiens. Donc bon, moi je vais parler surtout d'Astérix, où j'ai passé 7 mois sur le tournage en tant que chorégraphe kung-fu et tai chi. J'ai entraîné les 4 comédiens asiatiques. Donc il y avait l'empereur, l'impératrice, le Mmh. prince, la princesse. Donc surtout la garde du corps qui a été jouée par Léana. Mmh. Et donc là, j'ai entraîné pendant 3, 4 mois à chaque fois qu'on avait D'accord. Donc il y a une grosse préparation en oui, amont. ouais, parce qu'elle avait beaucoup de scènes de combat et donc elle avait un passé aussi de pratiquante en kung-fu. Donc c'est un peu plus facile, mais ça faisait longtemps, ça fait quand même 10 ans qu'elle n'avait pas pratiqué. Donc là, on reprend les bases, surtout de la préparation physique aussi. Donc renforcement musculaire, souplesse, du cardio et de la coordination. Et après, on fait des chorégraphies de combat. Donc on répète avec un petit nombre de cascadeurs. Et après, dès qu'on a un peu plus de temps, donc on fait venir tous les cascadeurs. C'est quand même un travail qui me semble extrêmement difficile parce qu'il faut s'adapter au niveau des gens, qu'on a à former, en plus pour des chorégraphies qui parfois sont assez complexes. Je regarde les films sur lesquels vous avez participé, il y a des chorégraphies de combat qui sont parfois très complexes. Je me dis ça doit être très difficile pour des gens qui, par exemple, n'ont jamais pratiqué les arts martiaux, de leur faire répéter les mouvements. Il y a une coordination à avoir, il y a aussi un sens du timing. Ce qui est complexe, c'est de ne pas avoir d'accident. Ouais. Dans la première chose que je fais souvent sur les tournages, c'est que je dis, la première chose, c'est la sécurité. C'est-à-dire si on n'est pas apte à faire quelque chose, il faut oser le dire, il n'y a pas de honte.
Moi, si on va me demander de faire une chute de 20 mètres de haut, je ne vais pas le faire. Percussion, j'ai fait des percussions, donc c'est se faire, percuter, renverser par une voiture. Au début, je ne savais pas, donc j'ai appris et quand on m'a proposé de le faire, j'ai appris avec, Michel Julienne, hein, qui est le fils de Rémi Julienne. Donc comme c'était Michel, je dis: «Bah oui, là, avec lui, je risque pas grand-chose», même si j'ai eu un petit bobo, mais voilà, faut savoir, dire non à certaines choses et être prudent. Ouais, ouais, la sécurité, c'est Cascadeur, c'est pas casse-cou, hein. je suppose que les figurants, eux, en général, ils ont une pratique qui est quand même plus «allégée» entre guillemets de ces scènes de combat, Alors d'action. figurants, en fait, ils sont figurants, donc ils doivent pas faire d'action. À partir du moment où on fait de l'action, on est cascadeur. OK. Ou en dessous, c'est silhouette. C'est, le ninja des cascadeurs. Même si les cascadeurs souvent sont ninjas. Et vous-même, vous avez aussi, remplacé Jet Li pour certaines scènes de combat. Comment ça se passe quand on doit remplacer un grand acteur comme celui-ci, pour, travailler les scènes de combat? Est-ce qu'on travaille avec lui ou est-ce qu'au contraire on a une équipe dédiée? Alors avec, Jet Li, je l'ai, doublé sur Le baiser mortel du dragon et le coordinateur cascade, c'était Corey Yuen. Il a, tout d'abord fait venir son équipe. On a travaillé avec, ses cascadeurs, fait des scènes de combat et après, voilà, il est venu voir, bon c'est assez furtif. Je pense qu'il voit à part les cascadeurs de Corey Yuen, il leur montre. Et bon, il apprend relativement vite et après nous, on intervient avec lui, sur, Ouais. la séquence. Parce que je pense que ça doit être, un travail, alors ça dépend du temps aussi qui est alloué à la préparation des cascades, mais si vous avez effectivement plusieurs semaines pour préparer, vous pouvez aller vers des choses de plus en plus complexes? Oui, c'est ça. On essaie de proposer le maximum de choses et après, sur 100 peut-être qu'ils vont prendre que 10 Ouais. de la Oui, après il y a chorégraphie. aussi le montage et on ne sait jamais ce qui est coupé, ce qui est gardé en fonction du C'est ça, métrage. après ça va dépendre du réalisateur aussi, souvent. Donc ça, c'est pour la partie sur, votre rôle en tant que chorégraphe, en tant que cascadeur, mais vous êtes aussi professeur dans un club qui est à Antibes depuis, je crois, Depuis 1975? 1975, avant on était sur Paris. Bon moi je suis de 67, hein, donc je suis arrivé en 75 à l'âge de 7 ans. C'est mon papa qui a voulu, changer puisque mon oncle était, à Antibes et comme on est aussi du sud du Vietnam, donc voilà, c'était pour retrouver le soleil aussi. Mon père avait quand même enseigné 25 ans, hein, sur Paris, le karaté, le kung-fu et beaucoup d'arts japonais aussi, le judo, l'aïkido, le kendo, j'ai encore ses tenues, hein. Votre père était un vrai féru d'arts martiaux et de sport même en général, puisque, je me rappelle que vous m'aviez montré sa carte, de culturiste. Il faisait aussi de la culture physique et il avait pratiqué donc effectivement beaucoup de disciplines, le karaté, les arts martiaux sino-vietnamiens. Il pratiquait aussi le judo, donc il avait une connaissance vraiment Ah oui, oui, importante il a des arts fait martiaux. judo, karaté, il a fait, aussi, de la médecine, hein, après, sur ses, dernières années de sa vie, il a beaucoup étudié aussi le qigong, l'énergie interne, le tai chi. Il avait plein d'ouvrages, il se documentait beaucoup, malgré qu'à l'époque, il y avait pas grand-chose, hein. Ouais. Il arrêtait pas de chercher. Je pense qu'il avait un peu intégré la philosophie qui lie aussi, les arts martiaux japonais, chinois, comme par exemple celle de maître Minoru Mochizuki et Hiro. Avec qui il a travaillé, hein, Voilà. c'était son assistant, hein, à maître, Mochizuki. La philosophie qu'il avait, c'était une sorte de laboratoire aussi, son dojo à un moment, il réunissait plusieurs pratiques. C'est vrai qu'il a été aussi l'un des premiers karatékas de France, on l'oublie souvent parce qu'il est connu pour les arts martiaux chinois, mais il a été l'un des premiers élèves d'Henri Play, un des premiers à pratiquer le karaté en France. Il a été, ami de maître Murakami, Mmh. beaucoup de maîtres japonais, maître Nambu aussi, voilà, il était très proche de tous ces pionniers du karaté en France. Ouais, et justement, quand il est descendu dans le sud, il a fondé donc ce dojo à Antibes et depuis 1975, c'est quand même un des dojos les plus anciens de la région. Le Oui. dojo est en activité et je crois que maintenant vous proposez à la fois les arts martiaux chinois et aussi il y a une branche taekwondo. Oui, comme j'ai pratiqué le taekwondo, j'ai commencé à donner des cours dans les années, fin 80 et aussi du tai chi parce que mon père aussi est un des pionniers du tai chi, hein, en France. Il enseignait déjà sur Paris, hein, dans les années 60, 65-70 et ensuite, on a aussi une, branche, combat du kung-fu, le sanda, la boxe chinoise. Mmh. Ces différentes disciplines sont toujours enseignées au sein de l'école d'Antibes. Toujours les Je crois que oui. c'est une des écoles les plus importantes de la région. Combien vous avez d'élèves chaque Bah, là, année? on a à peu près 400 licenciés. C'est marrant parce que quand vous êtes arrivé, on a discuté un petit peu hors caméra et vous m'avez dit cette année, il y a un peu plus d'adultes, ça redonne un souffle. Oui, parce que, depuis la covid, bon, ça s'est beaucoup essoufflé, hein. Nous, on a continué, c'était difficile. Les parents ont mis en priorité les enfants, parce qu'après aussi, financièrement, c'était pas facile. Depuis, cette année, en début d'année, on a beaucoup, beaucoup de débutants adultes. OK. Alors que, bon, c'est vrai que les enfants, on va dire, c'est une priorité, hein, c'est le futur. Ah, ils pratiquent beaucoup et les parents aussi, c'est bien parce qu'ils les obligent un peu à l'âge de 6-8 ans d'être réguliers, de pratiquer. Après, on arrive à 10-11-12 ans, on est un peu plus, voilà, on a du mal à faire du sport.
D'ailleurs, il y a un sondage récent de l'État qui fait que les jeunes n'ont plus de conditions physiques, hein, ils peuvent même plus courir Oui, 3-4 minutes, hein. j'ai vu ça, ouais, j'ai vu passer ça et j'ai vu aussi des études sur la motricité qui font peur, hein. Et j'en ai parlé avec les profs de judo qui m'ont dit que maintenant ils font presque une année zéro, c'est-à-dire une année où avant même de leur apprendre vraiment le judo, ils leur apprennent la mobilité, la Oui. motricité, la coordination et c'est un constat qu'ont fait beaucoup de Nous, professeurs on a maintenant. ouvert une section cette année, enfin depuis l'année dernière, parents-enfants, à partir de 2 ans même, de 3 ans. Donc ils apprennent à même rien que marcher à 4 pattes, à courir, revenir, s'aligner, sauter, les pieds joints, c'est pas facile déjà. Faire des zigzags, des slaloms, tout ça, c'est des choses simples, mais pas évidentes non plus et à cet âge-là déjà, ils commencent, à travailler. OK et donc c'est des éléments qui vous permettent ensuite de créer une base pour pouvoir enseigner soit les arts martiaux chinois, soit le sanda, le combat, soit vraiment, le taekwondo ou d'autres formes Oui, c'est martiales? en fonction des goûts, hein. Ouais, le taekwondo, c'est quand même très particulier comme, pratique. C'est une pratique qui en France est un peu plus, on va dire, de niche que, le karaté ou le judo. D'où est venu ce goût de votre père et ensuite de vous-même pour, le taekwondo? À l'époque, à la FEFCAMA, il y avait les 3 disciplines. Donc karaté à la base, taekwondo, kung-fu. Donc avec une licence, on pouvait tout pratiquer. C'était fin 80-85, j'ai, un élève de mon papa qui me dit: «Tiens, il y a une compète de taekwondo, qu'est-ce que tu veux faire?» Je dis: «Pourquoi pas?» Parce que moi j'adorais la compète, donc j'ai fait 5-6 ans de compète kung-fu et ma première compète régionale, taekwondo. On arrive, on connaît même pas le règlement, hein, donc on dit: «Pas de poing à la tête, pas de balayage, pas de saisie». J'avais pas de plastron, donc là, on m'a mis un plastron. Donc c'est les sensations ne sont pas les mêmes et là je prends un KO et je me fais compter 1, 2, 3, 4. Je dis: «Ah tiens, bon, faut que je me relève». Bon, j'ai perdu, mais ça m'a plu et du coup voilà, j'ai continué et Et après je suis après vous avez rentré fait une en carrière équipe qui est de quand même France. importante, ouais, parce que vous avez été donc titré, vous avez gagné de nombreuses Voilà, ben, en compétitions. 80, j'étais 3 fois champion de France, j'ai fait un peu le triangle, hein, à Montpellier, Nancy, Nantes. Je perds en 92 pour les sections olympiques, face à Thierry Didébé en moins 54 kilos. Voilà, 2 fois 3 fois vice-champion de France, 3 fois médaille de bronze et donc 2 fois prisonnier olympique, Séoul et Barcelone, Et 92. je suppose que le fondement de la technique, c'était quand même des coups de pied que vous aviez tirés de l'enseignement de votre C'est père? ça. Donc moi j'avais l'habitude de beaucoup taper à la tête et après comme en taekwondo on tape beaucoup au plastron, pour moi c'était très facile. En kung-fu on n'a pas de protection, on combat qu'avec la coquille. À l'époque il y a pas de gants, pas de protège-dents. On appelait ça le sanchu, hein, à l'époque. C'est l'ancien combat traditionnel du sanda. D'ailleurs la fédération a remis ça au goût du jour là cette année. Donc championnat national, j'ai quelques élèves qui vont combattre en traditionnel. Nous on le pratique depuis tout le temps, hein, parce qu'on organise le trophée Wangnam en hommage à mon papa. Donc c'est une compétition, c'est un peu comme les règles du Kyokushinkai. Il y a pas de point visage, point corps, balayage, low kick. Oui, puis, votre père aussi et justement vous parlez des règlements, votre père était un petit peu, versé là-dedans, dans les règlements pour, viser l'efficacité. Et ça rejoint un petit peu sa pratique aussi Il qui était disait: «Un bon pratiquant doit faire le combat et la technique». oui. Après c'est différent maintenant avec le wushu, quoique il y en a, hein. Ouais et puis maintenant on arrive à un moment où les clubs, j'ai l'impression, se spécialisent de plus en plus dans une branche ou une autre, dans une branche technique ou dans une branche plutôt de combat Oui, c'est ça. et Après, pas comme pour les écoles de kung-fu, taekwondo, il y a des écoles plus spécialisées sur le combat et l'autre pour la technique. cette compétition, vous l'organisez depuis combien de temps maintenant? Bah, nous, depuis 93, depuis la mort de mon papa, donc là, on va faire le 34e trophée Wangnam, là, au mois de juin. OK et il y a pas que cet événement-là que vous organisez, il y a aussi une grande nuit des arts martiaux qui était justement il y a pas si longtemps. Est-ce que vous pouvez en parler de la genèse de cet événement? J'ai fait le premier festival des arts martiaux de Bercy en 84, j'avais 16 ans. C'était Pierre Fula qui commentait, la soirée. Donc après je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, hein?» J'ai fait beaucoup de démonstrations un peu partout, en France et à l'étranger et pourquoi pas, faire ça. Mon père a organisé en 80 au Palais des Congrès à Jean-Lépin une première nuit des arts martiaux et là on s'est dit: «Bon, on s'est réunis, on a fait une assemblée générale, on s'est dit, faudrait trouver un nom pour cet événement». On s'est dit la grande nuit des arts martiaux et de là, bon, comme j'ai beaucoup de connexions, j'ai fait venir à l'époque, maître Pham Song Tong, du OK Kwan-Kido, maître Mochizuki, il y avait Christophe Pina, Pascal Gentil, voilà. Donc un gala qui a rassemblé près de 3000 personnes, hein, quand même à l'époque. ah ouais. Tout s'est bien passé et là, on a organisé la 16e édition au mois de novembre dernier
en même temps que les 50 ans de l'association. Ouais, c'est un événement qui, sur la Côte d'Azur, est assez important. C'est vrai que les nuits des arts martiaux, il y en a quelques-unes. Il y a celle de Nice. C'est vrai que cet événement de Paris, en fait, dans les provinces, c'est un peu diffusé. Il y a maintenant beaucoup de nuits des arts martiaux un peu partout en France. Mais celle que vous avez organisée, effectivement, il y a du beau monde parce que Christophe Pina, Pascal Gentil, des champions, des grands Parce que moi, champions. je côtoie beaucoup de gens, donc j'ai même fait venir Michael Milon, Mindak, qui a été vice-champion du monde de kata, c'est un ami à moi, Stéphanie Kema, Nadi Bill pour le boxe thaï, Franck May aussi, qui est venu pour la ABF, la savate. Voilà, on a beaucoup de champions, des champions de Chine, Chang Chaoyen, qui est entraîneuse de l'équipe de France, amie de Jet Li, hein. Voilà, donc c'est un événement qui est très pas tendu. Cette année, on est même Tempo de Bleu Sport. Ouais, ouais, Mohamed Kissi, Ouais. c'est ça. C'est une bonne façon de faire vivre les arts martiaux parce que les gens sont habitués maintenant avec les réseaux sociaux, avec internet. Ils voient un peu de tout sur YouTube, mais ils voient très peu en vrai, en physique, les pratiquants, les démonstrations. C'est quand même des événements qui permettent de faire vivre C'est un peu la différent entre culture. voir sur internet et en vrai, c'est beaucoup, on sent l'impact, l'énergie qu'il y a. C'est vrai que je regardais le reportage avec Michel Boulanger aussi, hein, pareil, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les internet, on voit tout maintenant. Donc on n'a plus envie de bouger, d'aller voir autre chose, on découvre plus en fait. Mais c'est bien d'avoir une ambiance. C'est comme, aller au cinéma, hein, c'est peut-être différent Ouais. que de regarder un film, devant sa télé. Exactement, ouais. Moi, je me rappelle avoir vu, ici à la Nuit des Arts Martiaux, quelques démonstrations qui m'ont quand même quand j'étais plus jeune, qui m'ont quand même marqué parce que c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on voit à la télévision. Puis en général, le public regarde les films, à sensation, les films spectaculaires, mais c'est assez différent de voir de vraies démonstrations martiales, chorégraphiées, préparées à l'avance, où là, il y a une vraie démonstration technique qui est faite. Parce qu'au cinéma, on voit pas des fois, il y a des trucages, hein, après il y a le câblage, les effets spéciaux. Donc forcément, c'est spectaculaire, mais c'est pas réel. Ouais, et puis je crois qu'il y a une manière, assez, différente en Occident et en Orient de filmer les scènes de combat. Il me semble que c'était dans une interview de Jackie Chan, mais je suis pas certain. Il disait qu'en Occident, on met la caméra donc derrière le gars pour pas qu'on voit qu'il est hors distance et qu'il met pas vraiment le coup, alors qu'en Orient, des fois ils encaissaient un peu, Oui, quand même alors les en chocs. fait, en Asie, c'est ce on appelle ça les plans séquences. C'est on voit l'histoire du combat. Le combat, ça raconte une histoire. Alors que dans les films américains, il y a beaucoup de cuts, c'est coupé tout le temps. Donc on voit des coups partir à droite, à gauche, mais on comprend pas ce qui se passe vraiment. Et ce qui a bien fait Christophe Gans, par exemple, dans Le Pacte des loups, les scènes de combat sont un peu plus longues. C'est intéressant parce que Marc Dacascos, c'est un vrai pratiquant. Et après, on triche forcément avec, moi, je peux être champion du monde d'athlétisme dans un film. Voilà. Et pareil pour les pratiquants les comédiens, ils peuvent être champions d'arts Oui, c'est martiaux. c'est c'est le principe, même du cut, du tournage, du montage, c'est-à-dire de faire véhiculer des sensations sans pour autant, justement, on parlait de sécurité, mettre en danger les acteurs ou les Ouais, cascadeurs. maintenant, en plus, avec l'IA, Ouais, ça compte beaucoup? ah ouais, maintenant, je sais pas si les cascadeurs, ils vont continuer à travailler, hein. Ah ouais, à ce point-là? Bah, ça évolue tellement vite, on sait pas. OK, parce que j'imagine, bon, je suis vraiment néophyte pour ce qui est des films, mais j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles on a encore besoin d'acteurs physiques. Oui, pour l'instant, oui, parce qu'après, c'est toujours, question d'économie. Mmh. C'est des fois, ça va revenir beaucoup moins cher de faire avec l'IA qu'avec un vrai cascadeur. Un cascadeur, quand on fait des films d'action, ça revient cher, hein. Un cascadeur, ça revient cher. Et ouais, et puis l'IA, c'est juste faire travailler la machine, donc ça fait effectivement des économies, mais il y a une perte un peu de l'âme Ah oui, du oui, oui. film. Moi, quand je regarde sur internet, maintenant, je sais pas si c'est de l'IA ou si c'est du lard ou du cochon. Donc je regarde ça et je me dis: «Mais c'est vrai, c'est pas vrai?» Ah, c'est ça qui est compliqué maintenant. Et en plus de ça, bon, moi, je le vois parce que j'ai une autre casquette, une casquette de scientifique. Avec l'IA, il y a une vraie, difficulté à saisir si ce qu'on a vu ou si ce qu'on voit est quelque chose qui a été produit dans un certain but ou si c'est la machine elle-même qui a désigné le but. On voit que la machine, elle saisit pas tout à fait l'objectif de ce qu'on recherche. Alors qu'un cascadeur, lui, il sait ce que le grand public cherche, il sait l'idée qu'il veut véhiculer dans une séquence de combat. Oui, oui. Après, je prends l'exemple, par exemple, d'une cascade que j'ai fait pour, doubler Jet Li. Je me retrouve face à plein de voitures qui arrivent sur moi et je fais percuter par la voiture qui est la première voiture qui arrive. Et en fait, moi, quand j'étais dans la séquence, il y avait de l'adrénaline, il y avait le son qui était puissant parce que c'était dans un tunnel en plus. Donc il y a 20 voitures qui arrivent sur vous, des motos et quand j'ai vu ça au cinéma, bah, ça donnait rien. Il y avait pas voilà, l'énergie qu'il y avait, sur le tournage. On voit juste quelqu'un tomber sur une voiture. Ouais, ça dépend aussi de la manière dont c'est tourné, réalisé, Oui. monté.
Et c'est vrai que quand on est soi-même au premier plan, ça doit enfin moi j'ai pas fait de cascade, mais je suppose qu'il faut avoir un certain self-control, une très bonne gestion des émotions, ouais, une Faut être grande lucide lucidité. parce que n'importe, quelle cascade peut comporter un risque. Si je tombe de la chaise ici, je peux me fracturer une cervicale, voilà donc la moindre cascade, même prendre une claque et tomber par terre, moi je m'échauffe pendant une demi heure. Alors on sait jamais si c'est un poignet qui tombe mal, J'ai l'impression que c'est l'expérience qui parle. Vous vous êtes blessé parfois en cascade? ça m'est arrivé très peu. Ça m'est arrivé très peu. Une fois, oui, sur une percussion, je pars sur le côté, je tape le trottoir, avec la tête. Bon, ça saignait un petit peu, mais c'était léger. Non, c'est juste sur une prépa une prépa d'un tournage Babylone AD en République tchèque avec, la doublure de Vin Diesel. Je me suis, luxé la cheville OK. en retombant sur, un coup de genou au visage. Mais voilà, sinon rien de grave. OK, ouais, donc il faut bien préparer en amont pour justement Toujours réduire un maximum les toujours y risques, ouais. connaître, ses capacités, ses limites. Sachant que vos capacités sont quand même un peu au-delà de celles du commun puisque vous Oui, avez quand même on été, s'entraîne pour. ouais et puis vous avez un passé de compétiteur, donc vous avez une bonne gestion de la distance, du timing, il y a des choses qui pour vous peut-être sont plus naturelles que pour le commun Ah des oui, mortels. après c'est, effectivement quand on fait du kung-fu, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des tuiliennes, des combats chorégraphiés. Donc on fait un peu déjà du cinéma. C'est ça qui fait aussi qu'on a un peu plus l'habitude quand on fait des séquences de combat. Parce que moi je suis arrivé dans le cinéma par, les arts martiaux, hein. J'ai fait un 1er clip pour, Carl Zero, Le Vrai Journal à l'époque et après j'ai fait Ronin, 8 de voiture et j'ai enchaîné Taxi 2, Danny the Dog. Et vous vous êtes fait connaître aussi dans la presse. Il y a Karaté Bushido qui a fait un certain nombre d'articles, à la fois sur votre père d'ailleurs et sur vous-même. Je me rappelle d'un article, je crois que c'était sur votre père quand il s'était installé à Antibes, un bel article qui avait été fait sur votre père et donc ça montre aussi qu'il y a quand même des ponts entre le cinéma et Ah oui. c'est pas 2 mondes Bah, quand on séparés, hein. est arts martiaux, c'est art, voilà, c'est 7e art aussi, voilà. Maintenant que vous avez énormément d'expérience, vous avez quand même, réalisé nombreuses séquences de cascades. Vous véhiculez aussi, j'ai l'impression, cette expérience à vos élèves dans le cadre d'arts martiaux traditionnels. Ça a un rôle, l'expérience acquise au cinéma dans les arts martiaux Oui, bah, traditionnels? là, en début de trimestre, je commence pas les Tao, les katas, je les commence en janvier. En début de trimestre, on fait des applications, des enchaînements courts, des techniques, d'animaux et là, je leur fais ce qu'on appelle un combat arrangé justement, où OK. ils simulent des coups, ils font des chutes, des roulades, des roues, voilà. Donc, pratiquement, ouais, pratiquement une préformation de Ah ouais, c'est cascadeur. ça, hein. Beh, moi, j'ai, pas mal de jeunes de mes élèves qui ont commencé la cascade avec moi et qui tournent dans des films, des grosses productions, françaises, américaines. Ouais, donc il y a quand même des ponts. C'est vrai que pour le grand public, des fois, on se rend pas compte, on voit ça d'un point de vue extérieur. On se dit: «Bon, c'est des cascadeurs professionnels», mais ils viennent parfois de clubs d'arts martiaux, de sports de combat. Ils ont Pour les pratiqué. films d'action, oui, souvent, hein, après j'ai eu, par exemple pour Banlieue 13, les 2 héros, David Bell et Cyril Raffaelli ont été doublés par mes élèves, Julien et Loïc. Après, il y a Aurélia Agel qui est, une cascadeuse, qui a fait des films, comme les James Bond maintenant, qui a commencé les cascades avec moi. À 16-17 ans, elle est venue faire des stages à Antibes de cascade pendant une semaine. D'accord, ouais, donc il y a vraiment des ponts, et puis ce qui est bien, c'est que maintenant on voit aussi, un renouveau de la partie artistique des arts martiaux, chose qu'il y avait pas il y a encore quelques années. Maintenant, même pour le maniement des armes, pardon, on voit qu'ils manient le sabre laser, les jeunes, donc il y a de vrais ponts entre les films les plus Oui, connus, Star Wars. après justement ce qui est marrant avec les sables laser, c'est qu'il y a à une grande nuit des arts martiaux, on a fait l'histoire des arts martiaux. On a commencé par les arts indiens, après le kung-fu et on a terminé par le sabre laser. Ouais, et puis pour les jeunes, c'est très ludique, ça leur permet d'apprendre à se mouvoir dans l'espace, puis avec les armes, c'est parfois compliqué. Après le sabre laser, on s'ennuie vite, hein. C'est comme un jouet, hein, au début on joue et Ouais. après on s'ennuie vite. Il y a une pratique, il y a une discipline, une rigueur, comme dans tout, hein, et même le jeu, on peut vite s'ennuyer. Donc il faut savoir se renouveler et faire des choses, Et je pense que là, la caméra, ça peut beaucoup aider surtout les jeunes, parce qu'après on peut faire des petites séquences, les monter, montrer aux jeunes, ça les motive un peu. voilà, c'est ça, c'est que maintenant c'est facile moi je viens des années, du XXe siècle. Donc à l'époque, pour filmer, c'était du Super 8, fallait développer les films. Maintenant, avec un téléphone, c'est super, on peut faire plein de choses et se voir de suite après rien qu'aux entraînements. On se filme, je montre à mes élèves comment ils travaillent et de se voir, c'est vraiment différent Ah ça, c'est que de intéressant parce sentir. que je pense que ça leur permet une bonne progression. J'en parle des fois avec des profs, moi je suis dans la boxe anglaise aussi, j'en parle des fois aux profs de boxe, je leur dis: «On devrait utiliser un peu plus la vidéo parce que quand on se voit en vidéo, on voit tout de suite les défauts». Parce que nous, les anciens, on n'a pas ce réflexe. Maintenant, je commence à travailler avec, donc à chaque fois, je les filme et je montre et j'envoie aux parents et les parents montrent à leurs enfants.
Parce qu'on a beaucoup de compétiteurs enfants maintenant. Les Ouais. adultes, c'est un peu moins fréquent. Mais voilà, donc les enfants peuvent pratiquer, s'observer et se corriger comme ça. Et du coup, vous devez avoir un planning au dojo qui doit être, chargé parce que vous avez à la fois les compétitions en taekwondo, en kung-fu, parfois vous avez même des événements propres au dojo. Donc on a parlé de la grande nuit des arts martiaux, on a parlé du tournoi que vous organisez en mémoire de votre père. Donc ça fait un planning très chargé. C'est assez lourd à gérer, dans l'année? Ouais, c'est très chronophage, hein. Après moi, ça me plaît beaucoup, hein. Ça fait, depuis la mort de mon papa en 92 que je gère ça. Effectivement, pratiquement un week-end sur 2, on est pris. Là, les 3 week-ends prochains, on est pris, parce que c'est le Nouvel An chinois et comme on fait la danse du dragon, danse du lion, voilà, on sera à Grasse, à Saint-Laurent-du-Var, voilà, à Mandelieu Ouais, ça fait aussi vivre un petit peu la vie culturelle de la aussi, communauté, aussi. sur la région. Et ça fait faire des choses différentes à mes élèves. Et la danse du dragon, par exemple, c'est une perche qu'on manie et c'est un peu comme le maniement du bâton. Donc après, il y a une synchronisation à faire aussi. Oui, et puis c'est à plusieurs, ça semble Voilà, assez c'est on est compliqué, 10, ouais, ouais. on est 10 en file indienne. Ouais, et donc ça nécessite quand même une bonne motricité, une bonne gestion de l'espace aussi. Donc c'est des choses qu'on voit d'ailleurs assez peu, mine de rien, hein. Bon, sur la Côte d'Azur, grâce à votre club, on voit un peu. J'ai l'impression qu'en France, les clubs de kung-fu, d'arts martiaux chinois font quand même assez peu ce genre d'effort Bah, de. parce que c'est une discipline supplémentaire, c'est une infrastructure, faut répéter, ça prend du temps, donc c'est pas évident aussi et c'est pas forcément dans la culture des pratiquants en Ouais. France. D'ailleurs, pour revenir sur la culture qui est véhiculée au sein de votre club, vous avez donc plusieurs disciplines. On a parlé du taekwondo, on a parlé des arts martiaux sino-vietnamiens. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'origine de cette filiation martiale. Votre père a appris, je crois, plusieurs styles d'arts martiaux sino-vietnamiens. Est-ce que vous pouvez revenir expliquer un peu pour le grand public les différences entre ces courants? Ce que je sais, c'est qu'il a pratiqué avec un de ses oncles, au Vietnam. Après, il a pratiqué aussi en Chine, donc surtout Chine du Sud. En fait, il a fait une liaison entre les styles du Sud, Hong Kong, Hung Gar, Choi Oui. Foot, Wing Chun, tous ces styles-là, avec les styles vietnamiens aussi. Mhm. Donc de là a été créé le Wu Tao, la voie, donc le chemin par la technique. Ce sont des techniques assez ancrées au sol, qui se rapprochent plus du Shaolin du Sud, donc des techniques assez terre à terre. On peut appeler ça aussi comme le Nanchuan, la boxe du Sud. Ouais. Parce qu'en Wushu, donc Wushu, hein, c'est les arts martiaux chinois. On a le Nanchuan, la boxe du Sud, et le Chonchuan, la boxe du Nord, qui est un peu plus aérien, acrobatique. Donc voilà, nous, c'est un style qui est assez combatif. Mhm. Oui, donc ça se Donc rapproche beaucoup accessible, pour du. moi, plus accessible pour les Français, parce que on va dire le Chonchuan ou les styles modernes, entre guillemets, faut vraiment s'entraîner quotidiennement, pratiquement, pour avoir un niveau international. Ok, donc c'est Après, on peut se assez. faire plaisir avec des techniques basiques, hein. Ouais, et c'est assez proche justement du hangar, une partie du karaté qu'il a appris, donc en Europe, en Occident, et je crois même qu'il avait appris une partie du karaté, en Extrême-Orient, en Asie. Il a été au contact un petit peu avec des premiers, enfin les premiers karatékas exportés malgré eux, parfois pendant Ouais, la après il guerre, a été en Hollande, il a rencontré, John Blooming aussi, voilà, en Algérie, il a enseigné un peu partout. En Allemagne aussi, à Düsseldorf, donc moi j'ai voyagé à l'époque avec lui, mais bon, j'ai pas eu le temps vraiment c'est vrai que j'étais jeune, donc je me suis pas beaucoup intéressé à son passé et mon père parlait très peu, hein, comme beaucoup de papas asiatiques, et bon, il est parti, j'avais 24 ans seulement, donc forcément, voilà, le temps est passé vite. ouais, mais maintenant vous réalisez l'héritage immense Ah oui, que. quand je dis, que c'est mon papa qui a amené le kung-fu en France, des Ouais. fois je réalise pas. Ouais, ouais, parce que c'est une discipline qui est connue de tout le Ah monde. oui, ouais. À l'époque, c'était, pratiquement un mythe, quoi. Ah Les oui, ah premiers bah, mon karatékas, on papa n'entendait pas a parler. commencé à enseigner avant Bruce Lee, avant tout ce qu'a fait Bruce Lee dans les années 70 où là, ça forcément, tous les clubs de kung-fu étaient pleins. Et même une bonne partie des clubs de karaté aussi. Oui aussi, oui, oui, et il a fait l'avant-première d'Opération Dragon à Paris au Grand Rex. C'est vrai que comme il est arrivé dans les années, je crois qu'il est arrivé dans les années fin 40, début 50 en Enfin, France? 50. 50. Donc il est arrivé au moment justement où il y avait plein de, comment dire, d'arts martiaux qui commençaient à se Bah, c'est développer. surtout le judo qui était développé. Le judo, après le karaté, je me rappelle encore des articles de journaux, «Qu'est-ce que c'est que ça?» Ouais, d'ailleurs, «Karaté, qu'est-ce que c'est que ça?» c'est marrant, j'en parlais avec Thierry Ripley, le fils d'Henri Ripley, dernièrement. On se rappelait du moment où le karaté était surnommé Kara-play parce que Ah les oui, gens pensaient que c'était Henri Ripley qui l'avait inventé, que c'était un bah, truc c'est à lui qui a lui. fait venir les premiers experts Ouais, japonais, hein, mais et je pense qu'il y a eu une période assez courte quand même entre les années 50 et 60 où là, il y a vraiment un renfort de mystification dans les arts martiaux. Ça a permis d'attirer un petit peu le grand public,
Mais les gens qui restaient en général, c'était quand même des gens assez sportifs qui se destinaient, quoi qu'il arrive, à soit la boxe, soit à d'autres formes de combat. Votre père, d'ailleurs, je crois, a pratiqué un petit peu des formes un peu dures, on peut le dire, de combat. Beh, il y avait à l'époque, hein, forcément les catcheurs qui venaient, se confronter à lui, bah, il a toujours évité. Souvent, il envoyait ses élèves, hein. OK. Mais il a dû des fois, Et puis il n'était pas d'une corpulence, il était ah non, assez fin, moi je suis assez pas très grand déjà, ouais. 1,65 m, mais lui il faisait 1,56 m. Moi je suis plus dans le spectacle, dans l'aérien, lui c'est vraiment l'efficacité. Quand on s'était rencontrés pour mon livre sur le karaté sur, la Côte d'Azur et qu'on avait parlé un petit peu du parcours de votre père, j'ai regardé un petit peu, puis j'ai vu qu'il avait été culturiste, il avait pratiqué le judo, donc il avait quand même une masse musculaire, même s'il était pas très grand de taille, il était quand même, assez développé, ouais. Déjà, un peu comme, Bruce Lee, hein, il était précurseur, hein, parce que, les arts martiaux au début c'était pas le plus intéressant, c'était pas la prépa physique, hein, c'était vraiment, répéter des frappes, des blocages, des esquives, et lui il était dans l'interne et aussi dans la préparation physique. Oui et puis, je pense que ça se goupillait bien avec la mentalité de l'époque, c'est-à-dire que les arts martiaux, c'était pas encore si folklorique que ça, même s'il y avait beaucoup de mythes et légendes. Fallait quand même pouvoir démontrer une efficacité, concrète, quoi. Oui, oui, oui. Et maintenant, que la discipline a évolué, que ce soit le karaté, le judo, la boxe, même les arts martiaux chinois, je pense que le public vient chercher d'autres choses. Est-ce que vous le voyez ça au dojo, Est-ce que vous le voyez que le public vient chercher d'autres, objectifs de pratique? Alors non, je pense que ça a été toujours pareil, il y a des gens qui viennent pour, bah, la forme physique, pour la tradition, pour la culture, pour apprendre à se défendre, à avoir une meilleure confiance en eux, pour, travailler la respiration, pour, s'assouplir. Il y en a qui disent: «Beh, faut que d'abord je travaille la souplesse pour venir». Je dis: «Beh non, au contraire, tu viens, tu pratiques et là tu vas t'assouplir». Il y en a qui disent: «Je vais faire d'abord du cardio pour pouvoir venir à l'entraînement». Ben je dis: «Non, on travaille le cardio aussi à l'entraînement». Donc faut pas attendre, d'avoir, des capacités pour venir pratiquer. Faut venir pour, justement, Et ouais, ils ont peut-être une développer tout idée ça. très, comment dire? Très haute de la condition physique C'est alors que ça, dans un la club d'arts pratique, martiaux, oui. il y a un peu de tout le monde. Alors ça dépend des écoles, des clubs, hein. Nous, c'est on va dire, c'est loisir. Après on a un groupe compétiteur, ceux qui veulent un peu aller plus loin. Mais sinon, comme beaucoup de clubs, hein, c'est 90 de pratiquants et 10 de compétiteurs, hein. Oui, c'est vrai que moi j'en parle souvent avec les profs de judo en ce moment, le ce qu'on voit beaucoup à la télévision, sur YouTube, c'est les grands compétiteurs, les grands pratiquants, mais en réalité 90 des clubs, de la masse des gens, c'est des gens du commun en fait qui pratiquent comme un loisir. Est-ce qu'en wushu, c'est un peu différent? Parce qu'en tai chi, j'ai l'impression qu'il y a justement beaucoup plus de gens qui s'occupent de leur santé avant tout. Oui, ils sont plus, intéressés par, tout ce qui est, bien-être, énergie, donc ils viennent, justement pour ça. Il faut pas qu'il y ait d'opposition. Même en tai chi, des fois, bon, il y a les tuichus, les poussées, dès qu'on fait ça, des fois, ça ils sont un peu en retrait, mais ils sont pas obligés. Moi, pareil pour les combats, en kung-fu, s'ils veulent pas faire de combat, ils font au lieu de faire un combat, ils font un échange. Deux, trois coups chacun sans se toucher, ou ils se mettent à côté, ils font un peu de technique, Mmh. mais on n'oblige pas les élèves à combattre. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis il Après faut les gens chacun sont quand même un peu moins dans le dur maintenant. ah ouais? Ouais, ça se ressent un peu dans tous les clubs, je pense, ouais. C'est comme, ouais, dans tous les clubs, hein, on commence en septembre-octobre, tout le monde est motivé et après, Déjà fin décembre, ça janvier, il commence, y il fait a ouais, froid, ouais, voilà, et en plus, on est sur la Côte d'Azur. ouais, On dès qu'il serait dans commence les à Vosges ou à pleuvoir, c'est Paris, fini, hein. les gens, ils s'entraînent un peu plus. Ah, c'est vrai qu'on a un public qui est un petit peu différent d'avant. Il se dirige vers d'autres disciplines, vous pensez, des gens qui avant, peut-être, se seraient dirigés spécifiquement vers les arts martiaux? Ben, là, en ce moment, forcément, c'est le MMA, hein, qui est populaire, donc les jeunes, c'est les jeunes qui viennent pratiquer, donc ils, font du JJB, ils font du pancrace, du grappling, de la boxe. Il y en a qui n'aiment pas le sol, donc ils viennent, travailler le kung-fu ou autre chose. Ça dépend, il y en a pour tous les goûts, c'est bien. Après moi, étant jeune, j'en aurais fait, hein. Maintenant, je suis un peu, voilà, si on me tord l'épaule, je vais avoir mal par-ci, le genou, le dos, donc on fait Mais c'est une attention. pratique qui ressemble quand même beaucoup aux arts martiaux chinois, puisque les arts martiaux chinois, c'est quand même un vaste, Ah oui, c'est assez complet, hein, même moi, je travaille le sol avec, mes élèves pour, des applications, la self-défense, des saisies, des clés, des immobilisations, des applications techniques aussi à 2, donc on travaille un peu de tout, des coups de coude, des coups de genoux, oui et puis c'est pas limité à des pieds-poings, ouais, dans les arts martiaux chinois, la plupart des gens voient beaucoup la partie percussion, mais il y a aussi pas mal d'arts martiaux comme le Shuai Jiao, il y a des arts la martiaux où lutte chinoise, oui. il y a de la lutte, il y a de la préhension, il y a des clés articulaires, donc ça existe aussi dans les arts Ah oui, il y martiaux a tout, chinois. percussion et préhension, donc
C'est assez complet. Et est-ce qu'il y a dans ces méthodes je sais que votre père était un grand chercheur, est-ce qu'il s'est appuyé sur des ouvrages, sur des bouquins pour, essayer de rechercher des techniques ou des manières de faire Oui, différentes? il avait beaucoup de livres, d'Asie, de Chine, enfin principalement de Chine, hein. Donc tout ce qui est self-défense, clé, immobilisation et l'énergie aussi, beaucoup d'énergie interne. Donc ça lui a permis quand même, la lecture, d'aller plus loin, de chercher des Oui. choses? Après, comme beaucoup de maîtres qui ont créé leur style, Ryosei Kambudo, dans le Budo, ils ont cherché, ils ont fait une synthèse de ce qu'ils connaissaient et ils se sont dirigés vers une certaine façon de pratiquer. Ouais, parce que je discute souvent de ça comme, justement on est sur la chaîne de Budo Édition, je discute souvent des livres d'arts martiaux, de sports de combat et avec les gens les plus expérimentés qui sont parfois 6e, 7e dan, je leur demande: «Est-ce que ça vous apporte quelque chose ou est-ce que c'est un savoir qui est plutôt culturel, théorique?» Et j'ai les 2 cas de figure, j'ai Non, des il y a gens de bonnes choses, ouais, des bonnes choses, et est-ce que techniquement ça peut nous permettre d'aller plus loin? bien sûr. Après, on connaît pas tout, hein. Mon père disait, «Toute une vie ne suffit pas pour apprendre le kung-fu». Moi, si je pouvais, je ferais encore plein de disciplines, mais j'ai tellement de choses. Déjà, m'entretenir, déjà, ça prend beaucoup de temps et non, il y a toujours des choses à apprendre. Ouais, 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 ça On c'est est sûr. toujours débutant, hein. Et puis en kung-fu, on dit souvent pour le grand public kung-fu, wushu, mais ils imaginent pas qu'il y a des milliers d'écoles en Ah réalité. bah, il y a 600 styles, on va dire, reconnus et après il y a encore plein d'autres styles, qui ne sont pas connus et moi je suis quand même, fasciné par ce que peut faire le corps humain. Tout Ouais, ce qu'on peut faire, et sans compter les autres disciplines sportives. ouais. Vous pratiquez aussi d'autres sports qui nourrissent un peu votre pratique Alors moi martiale? je fais beaucoup de disciplines qui sont liées. Bah, du vélo, de la natation, bah, je cours, je fais des trails, mais pas à haut niveau, hein. Je m'entretiens, après je fais un peu de tout, hein. J'ai fait, du rugby, du football, OK. de l'escrime, du handball, les sports co, la basket. D'ailleurs c'est dangereux, hein, tous les sports co, c'est dangereux ça. C'est plus Plus dangereux que que les les arts arts martiaux pour martiaux? moi. Après j'ai fait avec mon père à l'époque du judo, du kendo, de l'aïkido aussi, voilà. Un peu de tout, mais donc principalement kung-fu, taekwondo, le taekwondo pour le combat, le kung-fu pour la technique, même si j'ai beaucoup combattu en kung-fu et aussi le maniement des armes, le sabre, le bâton. Ouais, ouais, justement, vous parliez de l'escrime, ça me permet je me suis posé la question. Je me suis dit: «Est-ce que ça vous a permis aussi d'incorporer des mouvements, des façons de faire dans les chorégraphies de films avec l'escrime?» On utilise des objets donc après, ça permet d'être un peu plus, avoir une meilleure dextérité. Je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est Jackie Chan qui a popularisé cette manière d'utiliser le décor, dans Oui, les alors en chorégraphies. fait lui, c'est un fan de Buster Keaton, donc on voit des séquences quand il fait du vélo dans les petites ruelles, de Chine où il utilise justement, le vélo pour frapper, des portes qui s'ouvrent, où les assaillants, se font renverser et effectivement Jackie Chan a beaucoup, travaillé. Lui, quand il arrive sur un décor, il regarde, ce qu'il y a et avec quoi il peut jouer. Là, il peut jouer avec la caméra, il peut jouer avec un livre, il peut jouer avec, des instruments de musique. Il y a, vous pensez, une partie d'improvisation dans ces cascades où ça doit être quand même Très très peu, répété? très peu. Je pense, s'il rate quelque chose, lui, il improvise, mais tout est réglé. Ouais, parce que je me rappelle, j'ai revu il y a pas si longtemps que ça Rush Hour 2 et à la fin du film, il met un petit peu les séquences, qui ont été coupées, que sur certaines cascades qu'il a dû refaire plusieurs fois. Bah, après, il peut improviser, par exemple, quand il fait les armes. Ouais. Maniement, comme s'il rate un mouvement, il va récupérer, les armes. Oui, après lui, Jackie Chan, c'est un très bon cascadeur. Ouais, c'est le moins Même qu'on s'il a puisse une dire. doublure, parce que moi sur Rush Hour 3, j'ai vu sa doublure, c'est un Coréen, les mêmes mimiques, c'est impressionnant. Mais tous les comédiens ont des doublures, on peut pas parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires aussi et lorsqu'il y a des inserts, on voit des plans où on voit pas leur visage. Et puis il a beaucoup, je me rappelle avoir vu un schéma qui était très drôle, mais bon, il y avait un schéma du corps humain avec la tête de Jackie Chan, avec écrit tout ce qui s'était fracturé, cassé. Ah oui, Il a quand même beaucoup subi au début de sa carrière, hein. Il s'est bah, blessé je sais pas si c'est énormément. être un bon cascadeur de se casser autant, hein. Non, mais il a pris beaucoup de risques aussi, je pense que lui, en fin de chaque, film, il a une dernière séquence qu'il fait. S'il se casse une jambe ou quoi, pour lui, c'est pas important, hop, il y a le bêtisier, Ouais, ça fait OK. c'est bien, mais sinon, il y a beaucoup de séquences, il y a des séquences où il se fait doubler. Ouais, c'est une manière, je sais qu'il a été, je crois, à l'Opéra de Pékin. Donc c'est une manière, c'est une philosophie d'approche de la cascade assez chinoise qui vient de Bah, eux, ils travaillent, les arts martiaux, mais aussi le chant, la comédie, la gymnastique,
Donc ils sont très complets. Et puis, ils ont, une manière de faire vivre le décor, justement, on en a parlé, qui est très différente de notre manière en Occident. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression, ils utilisent vraiment énormément le décor, alors que dans les films occidentaux, c'est beaucoup les angles de caméra, les caméras qui bougent, les cuts, on rythme ça avec du montage, alors qu'eux, ils rythment ça avec le décor. Oui, après, c'est les chorégraphes souvent qui viennent d'Asie. Yuen Woo-ping, entre autres aussi, qui a fait, Matrix, qui joue avec tout ça, avec tout le décor et ça permet justement de pas être centré seulement sur, le partenaire. Ouais, puis il y avait des chorégraphies, bon, moi j'ai grandi avec les cassettes VHS, et je me rappelle de Dragon Forever, de La ces Hyène films. intrépide, Voilà, ça La c'est Hyène impressionnant quand il y a les intrépide, 3 lances qui arrivent sur lui, il fait peur. Le maître chinois en anglais, Dragon Master, des chorégraphies qui sont vraiment, bah, pour l'époque, c'était formidable, quoi. On n'avait jamais vu ça, quoi. Bah, moi c'est pareil, hein, j'ai toutes les VHS, de Jackie Chan, et quand on le voit, ben voilà, c'est impressionnant, hein. Alors maintenant, c'est ce qui est très drôle aussi dans ces films-là et ces parcours de vie, c'est qu'au début, quand il était jeune, il jouait un peu l'élève, dissipé et maintenant il joue le maître un peu sage, ils ont évolué de rôle Beh oui, aussi avec l'âge. on peut pas continuer à faire éternellement, comme Tom Cruise, le beau gosse et à faire des cascades, impressionnantes. Ah d'ailleurs, lui aussi, j'ai vu qu'il réalisait lui-même certaines cascades. Alors il a évidemment plusieurs doublures, mais il réalise lui-même certaines cascades alors qu'il commençait enfin Ah, il est très physique, hein, je crois qu'il a 62-63 ans, il est ouais. très physique, hein, il est impressionnant. Et ouais, ça se voit pas trop, parce qu'à 63 ans, on a l'impression qu'il a Ah encore 45 ans, ah quoi. ouais. Il fait un bon travail, c'est bien, mais c'est effectivement le risque augmente avec l'âge aussi. On risque de se blesser, on risque de louper un mouvement, est-ce que la motricité avec l'âge, elle décroît au bout d'un moment, vous pensez? On a moins d'explosivité, hein, moins de puissance, donc c'est plus compliqué et après il faut s'entraîner 2 fois plus que lorsqu'on a 20 ans, Et donc pour en revenir à l'école, c'est vrai que tout ça, ça nourrit un peu le savoir qui est transmis au sein de l'école. Chaque année, donc vous avez plusieurs centaines d'élèves, ce qui est quand même pas mal, surtout pour la Côte d'Azur. Il y a pas beaucoup de clubs, qui sont à ce niveau-là. Je crois qu'il y a que l'école de Patrick Delarue ou, en boxe française, Franck May qui arrive. en fait, c'est parce que bon, on est une ancienne école et c'est aussi parce que, on est, rigoureux. Et j'ai eu des enfants, ils avaient 6 ans, maintenant ils m'amènent leurs gosses. Ouais. Donc c'est bien parce que c'est un signe de confiance. Ouais, puis l'école maintenant est durablement installée. Je crois que vous êtes pas loin de la gare, vous êtes toujours au même endroit. Le dojo est joliment décoré, c'est une belle salle, il y a de la place, on peut pratiquer librement. C'est vrai que c'est assez difficile, moi j'ai l'habitude des dojos à Nice. En général, c'est des trucs avec des piliers au milieu de la salle, Oui, bon c'est on a un bel espace. je crois que maintenant en plus, vous organisez donc les événements dont on a parlé, la Grande Nuit des Arts Martiaux, le tournoi en hommage à votre père et maintenant ça permet aussi de faire, connaître un peu plus le vrai kung-fu et pas simplement celui qu'on voit justement dans les films qui est un peu mystifié. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu, quand ils arrivent, surpris de voir la différence entre ce qu'ils imaginaient et ce qui se passe vraiment au club? C'est possible, ils me le disent pas, mais je pense oui, parce qu'après nous en plus, ce qu'on a dans l'école, avant et après un cours de kung-fu et taekwondo aussi, on a ce qu'on appelle des devises et des engagements. OK. Donc ça peut être, assimilé à une secte. Parce qu'on dit: «Une fois accepté à l'école, l'adepte s'engage solennellement à pratiquer régulièrement afin de parvenir, à la compréhension du kung-fu traditionnel». Voilà, respecter le maître, respecter l'enseignement, l'éducation, c'est plein de préceptes qu'on Ouais. fait, qu'on cite en début, en fin de cours et je dis bien citer et non pas réciter parce que faut chaque mot a un poids important et bon, c'est des traditions qu'on a gardées depuis l'époque de mon papa et je pense que c'est bien parce que ça permet de garder une certaine tradition, culture Oui. et de mettre les choses, à leur place. Oui, oui, oui et puis ça me fait penser aussi que cette tradition-là, justement, d'avoir même une conversation avec les élèves en début ou en fin de cours, ça se faisait même en karaté, en judo, dans les arts martiaux traditionnels. Ça se fait plus beaucoup, je trouve que c'est dommage. Il y a encore en judo, ils ont gardé le code moral et une certaine philosophie. En karaté, ça a presque totalement disparu, en tous les cas, moi, de ce que je vois. Mais c'est vrai que c'est bien de conserver aussi ce lien culturel avec l'enseignement, mais on voit là l'héritage de votre père parce qu'il avait justement ça lui tenait à cœur et je me souviens que vous m'aviez dit, il avait un cercle restreint d'élèves à qui il enseignait le kung-fu au début quand il donnait des cours de karaté aussi. Oui, C'était un savoir qui était un peu secret. c'est ça. En fait, le kung-fu, donc c'était pas populaire alors, il y a des gens qui voyaient mon père pratiquer et au fur et à mesure, bah, ils se sont intéressés. Mon père il avait un petit espace avec un rideau rouge devant et il s'entraînait avec, 5, 6, 7 personnes, à pratiquer le kung-fu et développer en même temps sa discipline. Parce que elle a été créée en 62. Donc le Wu Tao a été créé en 62, donc ça lui permettait aussi de travailler ça.
C'est vrai que c'est une époque qui nous semble inimaginable, que le kung-fu, ça a été à un moment quelque chose de secret, qu'on n'acceptait qu'un certain nombre restreint d'élèves, des élèves de confiance. Maintenant, il y a des grands dojos comme le vôtre, comme d'autres en France qui acceptent des centaines d'élèves et on a du mal à s'imaginer l'époque, dans laquelle, ça s'est déroulé, où il y avait encore des techniques qui étaient enseignées qu'à un nombre très restreint de personnes. Est-ce que petit à petit, ça tend à disparaître justement avec la sportivisation des arts martiaux? Ah ça oui et après avec internet. Donc maintenant il y a plus de secret, on voit tout et après c'est bien aussi, hein. Moi je découvre des choses, que je n'aurais pas pu voir s'il y avait pas le web. Mais je pense qu'il y a quand même besoin toujours d'un professeur, même si on voit les choses en vidéo. Oui, non, moi ce que je me dis, quand il y a eu, la covid, l'enseignement à distance, moi je faisais des cours tout le temps, hein, en visio. Rien ne remplace, l'humain. Ouais. On peut pas travailler comme ça avec un écran, on peut pas échanger, c'est pas Ouais faut qu'il y ait et une puis même relation. pour les mouvements, que ce soit les taolu, que ce soit les katas en karaté ou même certains katas en judo, il y a des mouvements qu'il faut absolument expliquer parce que même quand on les voit, on n'imagine pas toujours la Ah, il y a des finalité. détails qu'on peut pas voir. Mmh. Donc, quand quelqu'un a une position, au niveau du bassin, au niveau de la hanche, des genoux, des pieds, tout est important, hein, donc, comme quelqu'un qui fait de la musculation, il voit comment on fait de la musculation, mais après il a des défauts qu'il va forcément faire sans coach. Mmh. Oui, il y a une éducation au mouvement qu'il faut et puis là, le professeur est irremplaçable. Ça me fait penser que au début des années 2005-2010, il y a commencé à avoir une mode de l'enseignement en visio justement, quand justement les réseaux sociaux se sont développés. Mais je crois que ça a pas pris et ça prendra jamais parce qu'on remplace pas quand même un club. Bah, après c'est ennuyant aussi, hein, de travailler comme ça, Ouais, après seul. c'est vrai, on prend son temps, on met sur pause, on reprend, mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en face. Mmh. Puis c'est la finalité aussi des arts martiaux, c'est de pouvoir exécuter les mouvements avec un adversaire en face quand même. Je pense que la compétition d'ailleurs, c'est à l'exact opposé de ces pseudo-formations qu'il y a eu à un moment en vidéo. Maintenant ça se fait plus trop, mais je sais que, pour certains stages parfois ou certains points techniques très précis, parfois, ça peut amener quelque chose la vidéo. Mais bon, moi je suis assez critique, vis-à-vis de la vidéo. Je pense que même un bouquin, c'est mieux parfois. Il y a du bon et du mauvais, hein. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué d'ailleurs en parlant de bouquins, des livres de votre père Alors moi ou je suis pas très livre. Bon après j'en ai pas mal en fait, parce que quand c'est le manque de temps et je pense aussi un peu de la fainéantise. C'est quand je suis à Paris, je vais toujours à la Fnac, je prends des livres, arts martiaux, prépa physique, parce que je suis posé, je suis tranquille, j'ai pas les cours et je bouquine dans le métro, je regarde et après quand j'arrive en type, hop, c'est dans une bibliothèque. on a tous les mêmes problèmes, ouais. Ça souvent c'est ça et voilà, je suis sur, YouTube, je regarde un peu à droite à gauche et Mais vous avez encore quand même, malgré toutes ces années d'expérience, cette volonté de vous enrichir de choses ah nouvelles, toujours, ouais? toujours, je dis à mon encadrement, je dis: «Regardez, intéressez-vous à plein de choses et vous faites le tri et s'il y a des choses qui vous savez pas, vous venez me voir». Mais, chacun fait, après en fonction des gens, quand on pratique, ça peut être une personne, 1,50 m, assez forte, costaud, 1,80 m, fin, donc on pratique pas de la même manière. Ah ouais. Donc faut arriver à adapter et je leur dis: «Quand vous encadrez les personnes, l'encadrement, faites attention, à un moment donné, on les voit tout le temps, donc on sait s'ils sont capables de faire telle ou telle chose, donc on doit adapter, la pratique. Ouais. Faut pas que tout le monde fasse la même chose. Et je pense que dans les arts martiaux chinois, ils ont un peu plus de pragmatisme vis-à-vis de ça, parce qu'en karaté, ça a été longtemps et en judo pareil, Ah, ça a été longtemps karaté, c'est trop très ouais, c'est stéréotypé, très, ouais. ouais. Quand je vois un débutant qui a pratiqué, je sais s'il vient du karaté ou pas, hein. Ils ont tous la même forme. Ouais, alors que normalement, le propre des arts martiaux, c'est justement de s'adapter à la morphologie, même parfois un petit peu à la technique, qu'on peut rencontrer. Je pense qu'en karaté, ils ont perdu ça un peu. Après, il y a des professeurs, des maîtres de karaté qui, s'intéressent aussi à d'autres styles, donc ça, c'est bien. Faut pas être fermé, ils font du tachi, hein, souvent aussi, hein. Ouais, ouais. Ah bah, ça me fait penser à Maître Kanazawa, je pense que vous faites Ah référence à lui, qui a été un très, très grand moi karatéka. mon père, il avait pas trop le temps, mais moi j'avais ses bouquins, j'apprenais les katas, pour faire les championnats, en kata. Ah oui, donc ça vous a quand même un peu servi Ah oui, derrière. ah bah oui, Kanazawa, C'est un grand professeur, ouais. Bah, d'ailleurs, on a réédité, ses bouquins sur les katas et le combat, chez Budo Éditions. Effectivement, il y a eu toute une parce qu'il faut revenir à une époque où il y avait pas YouTube. Il y a eu toute une génération de pratiquants qui effectivement, parfois, apprenaient avec, un bouquin ah ou moi avec, j'ai appris le nunchaku avec, j'ai appris le katana avec, voilà, avec tous les bouquins, c'était super. ah donc vous avez été modeste. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas un grand lecteur, mais en fait, Bah, c'était des poteaux. Ça on arrive bientôt à 1 heure d'entretien.
On va pas tarder à rendre l'antenne. Je voulais vous remercier d'abord d'avoir accordé du temps pour Bah oui, présenter un merci pour petit peu, l'invitation. le travail, voilà, de l'école, de votre père, la filiation martiale, dont vous êtes le dépositaire maintenant. Et j'invite d'ailleurs les gens qui se trouvent sur la Côte d'Azur, s'ils veulent découvrir, voilà, les arts martiaux chinois, le taekwondo, à rejoindre l'école d'Antibes. Toute l'année, de septembre à juin, on est là. Et puis aussi à venir aux événements que vous organisez, la Grande Nuit des Arts Martiaux, le championnat en l'honneur de la mémoire de votre père. Et j'invite aussi les auditeurs qui sont intéressés par les ouvrages dont on a parlé à se rendre sur notre site internet www.budo.fr. Merci encore. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt sur la chaîne de Budo Édition.